Alors, ce qu'on a vu, c'est que tant qu'on avait la factorialité, on arrivait à s'en sortir et décomposer des nombres premiers, dont on espère qu'ils sont générateurs pour tous les autres nombres, en somme de carrés ou les représenter par une forme quadratique plus généralement. Bien. Mais on a vu que la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire la factorialité, et qui est la méthode principale qu'on utilise à la grecque finalement, c'est une impasse. Parce que vous prenez x2 plus dy2, ça vous oblige à travailler dans z de i racine de d, et vous voyez que les mailles vont être de plus en plus grosses. On aura de plus en plus de mal à montrer que c'est euclidien, à trouver un anneau factoriel qui est pas loin, etc. Déjà, on s'en est sorti in extremis pour d égale 3, et pour d égale 5, et ben là, il y a un vrai problème de factorialité. En plus, non seulement z de i racine de 5 n'est pas factoriel, mais on ne va pas trouver l'équivalent de z de j pour le cas d égale 3. On ne va pas trouver un anneau factoriel assez proche, hein, et ça c'est très embêtant. Donc il faut tout reprendre à zéro, on va tout reprendre à zéro, mais là on va vraiment rentrer sur les traces de Gauss, hein, sur les traces des géants, hein, avec sa méthode et l'idée qu'il a eue dans Disquisitiones. Donc vous prenez P égale à x2 plus 5y2, d'accord ? Supposons hein, que ce soit égal à ça, ou vous partez de P, vous vous demandez si il se décompose comme ça. Et si oui, vous voyez bien que le PGCD de X et Y, si on l'appelle D, D2 divise ça, donc D2 divise P, donc ce qui fait que D ne peut être que égal à 1. Donc on va avoir une relation de Bezout, j'écris comme ça, Vx moins Uy égale 1. Et ce qui s'écrit avec un déterminant égal à 1. Ce qui veut dire que si je regarde le couple XY qui est dans Z2 et le couple UV dans Z2, et ben d'après ça, vous devez savoir que ça forme une base de Z2. Et ce que fait Gauss dans Disquisitiones, c'est qu'il va regarder la matrice de la forme quadratique Q de XY égale x2 plus 5y2, et il l'écrit justement dans cette base F. Donc, ici, vous savez que vous mettez Q de XY, donc ici, ça fait P. Ici, vous mettez Q de UV, et ici, vous avez N, qui vaut la forme polaire de Q appliquée au couple hein, de vecteurs. Alors, maintenant, si j'appelle P la matrice de passage de E vers F, vous savez donc P, finalement, c'est cette matrice-là, elle est de déterminant 1, et vous savez, par les formules de changement de base, que cette matrice, c'est P transposé fois la matrice de Q dans la base canonique fois P. Et cette matrice de Q dans la base canonique, c'est forcément 1, 0, 0, 5. D'accord ? On sait ça. Donc maintenant, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque que si je prends le déterminant, le déterminant ici va être égal au déterminant là, parce que le déterminant de P est égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir P Q de UV moins N2 est égal à ce déterminant qui vaut 5. Ce qui va faire que N2, modulo P, est égal à moins 5. Voilà. Et déjà là, c'est bien, parce que on tombe tout de suite sur des problèmes quadratiques. C'est normal avec les formes quadratiques, hein, c'est un petit peu normal. Mais c'est aussi parce qu'on est en dimension 2. Alors, moins 5P, ça veut dire que moins 5P est égal à 1, pour le symbole de Legendre. Hein. Alors là, j'arrange ça. De toute façon, Gauss avait déjà montré à 19 ans hein, la loi de réciprocité quadratique, hein, qui avait été conjecturée par Euler. Et là, j'écris moins 1p fois 5p, parce que le symbole de Legendre est multiplicatif. Moins 1p, ça fait moins 1 puissance p moins 1 sur 2. Là, on a 5p, donc qui doit être égal à 1. Et ici, d'après la loi de réciprocité quadratique, ça c'est p5, parce que 5 est congruent à 1 modulo 4. Donc ici, on a ça.
Et maintenant, de deux choses l'une. Alors bon, je mets à part le cas P égale 5, parce que P égale 5, on sait que c'est représenté, mais je vais regarder deux cas. Soit lui est égal à 1 et lui est égal à 1, ce qui nous fait P est congru à 1 modulo 4, pour ici. Alors le cas P égale 2 aussi, hein, je l'ai viré, parce que 2 ne sera jamais représenté par ça c'est très facile à voir. Hein, d'accord, hein, vous essayez de résoudre x2 plus 5y2 égale 2, vous n'avez pas de solution, c'est entière en tout cas, c'est évident. Donc, je reprends. Je vais avoir P congru à 1 modulo 4, donc ça c'est égal à 1, et ça c'est égal à 1, c'est-à-dire P est un carré modulo 5, donc ça fait P égale 1 au 4. Donc ça me fait un système de congruence, mais j'en ai un deuxième, soit ça c'est égal à moins 1, et ça c'est égal à moins 1. C'est-à-dire que P est congru à 3 modulo 4, et là, P n'est pas un carré modulo 5, donc P est congru à 2 ou 3 modulo 5. Voilà, donc ça va me faire combien de solutions? J'ai combien de systèmes de congruence? 4 en tout. 5 et 4 sont premiers entre eux, donc ça va me faire une unicité de la solution modulo le produit, c'est-à-dire 20. Et donc ça fait P congru à 1, 3, 7, 9, modulo 20. Bon, donc ça, je vous laisse résoudre ce système de congruence en exercice. Et n'oublions pas que P égale 5 est solution, parce que 5, c'est encore autre chose. 5, voilà. Mais c'est juste P égale 5. Voilà. Bon, alors, vous allez me dire, on avait, à la fin de la vidéo 2, on avait fait quelque chose de mieux. On avait trouvé mieux. C'est-à-dire que si x2 plus 5y2 égale P, alors, on avait vu que P était forcément congru à 1 modulo 20 ou 9 modulo 20. Ah, alors là, c'est quand même beaucoup plus fort et c'était beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je vous rappelle, on avait regardé les carrés modulo 20, et puis 5 fois les carrés modulo 20, et puis on avait additionné, puis on avait vu quels étaient les nombres premiers possibles qui pouvaient être congrus modulo 20. Bon, alors donc ça veut dire que 7 et 3 vont être éliminés pour la réciproque, d'accord? Bon, donc 7 et 3 sont excédentaires. Alors pourquoi on a fait cette méthode un peu compliquée? Pourquoi Gauss le fait? Parce que, en fait, d'abord, le 20 arrive naturellement, ça dans un premier temps, alors que là, c'était pas du tout naturel, mais aussi parce que là, on a des chances de revenir, de trouver une réciproque. Je vous rappelle que la difficulté, là, c'était la réciproque, et qui demandait des anneaux factoriels, et là maintenant on oublie les anneaux factoriels, c'est peine perdue, c'est une impasse. Donc, comment on va faire maintenant? Ici, on a des chances de revenir. Le seul problème qu'on a pour le retour, parce que tout ça revient très très facilement, c'est des équivalences, le seul problème c'est qu'ici on a pris le déterminant. Vous voyez? Et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est que on ne peut pas dire, à partir d'un déterminant, que deux matrices sont Z congruentes. Voilà. Donc on va continuer sur cette lancée. Ce qu'on a vu, c'est donc que x2 plus 5y2 égale P. Ça impliquait que P est congru à 1 ou 9 modulo 20 ou P égale 5. Bon, très bien. Et maintenant, attaquons la réciproque. Si P est congru à 1 et 9 modulo 20, je laisse tomber P égale 5, parce que si P égale 5, c'est clair qu'il est représenté par le couple 0,1. Mais si P est congru à 1 ou 9 modulo 20, et on peut savoir ou pas, mais on peut savoir que ça, il y en a une infinité, eh bien, on a vu que dans ce cas-là, moins 5 est un carré modulo P. Voilà, ça a été fait pour ça. La réciproque, attention, est fausse, parce que la réciproque, moins 5 est un carré modulo P, ça implique un peu plus que on a 1, 9, 3 ou 7. Alors c'est là où, quand même, on y va en se disant, il va y avoir un problème. Mais allons-y quand même en chantant. Ici, on a moins 5, donc plus Kp égale N2, puisque moins 5 est un carré modulo P. Voilà, avec K dans Z, N dans Z, évidemment.
Alors maintenant, je vais construire une forme quadratique Q', dont la matrice dans la base canonique de Z2, bah, c'est P, N, N et K. Donc bien sûr, on a une matrice symétrique. Hein, et maintenant, on va calculer le discriminant de Q'. Et attention, hein, je vous fais remarquer que le discriminant, c'est un invariant de congruence, parce qu'on est sur Z. D'accord? Donc, si une matrice est congruente à une autre matrice, alors il va y avoir une matrice de passage, mais elle est déterminant plus ou moins 1. Donc quand on va élever au carré, hein, le déterminant de P au carré, ça fait 1. Et ce qui fait que deux matrices GL2Z congruentes ont même déterminant. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est quand même bien de le noter. Alors, donc, bon, qu'on appelle encore le discriminant hein, de la forme quadratique, ici, discriminant de Q', et il vaut 5. Pourquoi il vaut 5? Parce que le déterminant vaut PK moins N2, et PK moins N2, ça vaut 5. Alors, maintenant, le discriminant de Q' valant 5, et le discriminant de la matrice 1, 0, 0, 5, qui est symétrique aussi, valant 5 aussi, est-ce que ça suffit, ce discriminant, pour dire elles sont congruentes? Je vous rappelle, hein, petite anecdote, ça, ce sont, comme P est strictement positif, et que le déterminant vaut 5, donc en tant que forme quadratique réelle, ça c'est défini positif. Et deux formes définies positives, on sait que sur R, elles sont congruentes. Hein, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est Sylvester, mais on peut, pour ce cas particulier, dire que c'est Gram-Schmidt. Hein. Donc ça, c'est pas tout à fait stupide de se poser la question. Bah, à partir du moment où ils ont même discriminant, s'ils n'ont pas même discriminant, c'est pas congruent, forcément, hein, parce que si c'était congruent, ils auraient même discriminant, ce qu'on vient de voir. Mais à partir du moment où il y a même discriminant, on pourrait se dire, ça va être congruent. Bon, alors congruent, hein, qu'est-ce que ça veut dire hein, je vous rappelle. Ça veut dire que, alors, soit vous le voyez matriciellement, dans ce cas-là, c'est que les matrices sont égales modulo congruence, hein, P transposé à gauche et P à droite, mais au niveau des formes quadratiques, ça veut dire qu'il existe un phi dans GL de 2Z, tel que Q de phi de XY est égal à Q' de XY. Phi va avoir pour matrice, à la base, justement la matrice P de passage. Bon, alors ici, hein, on se pose cette question. Imaginons, on peut rêver, que Q' soit bien congruente à Q. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, P est représenté par Q', d'accord? Puisque P est égal à Q' du premier vecteur de la base, E1, donc P est représenté par Q', ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que P sera représenté par Q si je montre cette congruence? Ben, la réponse est oui. Deux formes quadratiques qui sont GL de 2Z congruentes représentent exactement les mêmes nombres. Si c'est représenté par une forme quadratique, c'est représenté par toute forme quadratique qui lui est congruente. Pourquoi? Ben parce que si M est égal à Q' de XY, alors, comme Q' de XY est égal à Q de phi de XY, ben, M est représenté par Q hein, via phi de XY. Et réciproquement, comme phi est dans GL2 de Z, et ben, phi est inversible, donc si M est représenté par Q, c'est représenté par Q'. Donc ça, c'est pas un problème, c'est bien pour ça que Gauss commence à s'intéresser aux classes de congruence de GL2 de Z congruence. Après, il s'intéresse aux classes de SL2 de Z congruence pour une raison, parce qu'il veut compter, mais on n'en aura pas besoin. Mais là, il commence à s'intéresser au nombre de classes de congruence de formes quadratiques en dimension 2 sur Z à discriminant donné. Voilà. Et ça va être son étude dans les disquisitiones. Et vous pouvez suivre ça dans le problème de 2015. Hein. C'est le problème. Tout le problème consiste en cette étude et puis justement la représentation des entiers et le nombre
de façon de le représenter. Ce qu'on ne verra pas ici, hein, je vous laisse regarder après, parce que c'est déjà suffisamment tordu comme ça. Alors, le but, donc maintenant, il est clair, il faut trouver toutes les classes de congruence pour l'action de GL de Z, GL2 de Z, de discriminant 5. Voilà. Alors, c'est là que le fait d'avoir perdu en route 3 et 7 dans cette implication nous fait dire qu'on ne va jamais pouvoir avoir cette réciproque. Hein, voilà. Parce que ça marcherait pour 3 et 7 aussi, jusqu'à présent, tout marche pour 3 et 7, et pourtant 3 et 7 ne sont pas représentés par cette forme-là. Donc il y a forcément un truc qui coince. Mais, voilà le spoiler. Hein. En fait, dans la prochaine vidéo, on va en trouver deux de classes de congruence. On va suivre encore les pas de Gauss, et on va voir qu'il y a deux classes de congruence de forme quadratique de discriminant 5. Alors, regardez, ça va être la classe, bon c'est spoiler, hein, je vous l'annonce, comme ça au moins vous verrez. La classe, il va y avoir la classe de x2 plus 5y2. Donc la matrice, si vous voulez préférer matriciellement, c'est 1, 0, 0, 5. Et la classe de 2x2 plus 2xy plus 3y2. Et donc sa matrice, en tant que matrice de forme quadratique, c'est 2, 1, 1, 3. Et vous vérifiez que le discriminant vaut bien 5. Alors on va les appeler malicieusement Q0, Q1, on verra pourquoi. Et je dis tout de suite déjà qu'il y en a au moins deux de classe, parce que ces deux-là, elles sont bien de discriminant 5, et elles ne sont pas congruentes. Pourquoi elles ne sont pas congruentes? On vient de voir la proposition que deux formes quadratiques congruentes représentent les mêmes nombres. Donc il suffit de dénicher un nombre qui est représenté par une forme et pas par l'autre. Oui, 2 par exemple. Donc 2, vous voyez que 2 c'est Q1 de 1, 0, d'après sa position. Donc si elles étaient congruentes, 2 serait représenté par Q0, donc il y aurait un xy dans Z tel que x2 plus 5y2 est égal à 2, mais ça on voit tout de suite que c'est impossible. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est de montrer qu'il y a ces deux-là distincts et qu'il n'y en a pas d'autres que ces deux-là. Après, on expliquera pourquoi dans les cas factoriels, il y en a une. Jusqu'à présent, pour d égale 1, pour d égale 2, pour d égale 3, on trouvait qu'une seule classe. Voilà. Alors, qu'une seule classe pour les formes quadratiques x2 plus y2, x2 plus 2y2, et x2 plus xy plus y2. À discriminant donné, là il n'y en a qu'une. Donc les cas factoriels correspondent à des situations où le nombre de classes de congruence, GL de classes de congruence, est égal à 1. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on a vu qu'on arriverait à trouver une réciproque, c'est-à-dire partir d'une congruence d'un nombre premier P et remonter pour prouver que P est représenté par la forme quadratique Q qui nous intéresse, x2 plus dy2, pour ne pas la nommer. Et si on arrive à classifier, donc on arrive à faire tout ça, si on arrive à classifier les classes de congruence de GL2 de Z sur QD. Alors qu'est-ce que c'est QD? Je vais peut-être le préciser. Donc ce sont les formes binaires, donc c'est les formes quadratiques sur Z2 qui sont définies positives et de discriminant D. Puisque voilà, on peut parler vraiment de discriminant, c'est-à-dire c'est le déterminant de la forme quadratique et ça ne dépend pas de la base choisie, la Z base choisie. Alors,
Donc on va supposer que D est positif. Alors attention, D n'est pas forcé, il peut être dans un quart de Z, hein, ou un quart de N, hein, parce qu'il y a un 4 ici qui se balade. Mais allons-y. Donc vous avez Q de XY, ce sera AX2 plus BXY plus CY2. Q, ben on simplifiera en ABC, hein, un triplet comme ça, ABC, hein, pour résumer ça. Vous remarquez que A est strictement positif, parce que A, c'est l'image de 1, 0 par Q qui est définie positif, et pareil pour C, qui est strictement positif, parce que c'est l'image de 0, 1. Bon, et que vous remarquerez que D, c'est donc égal au déterminant de la matrice, là, donc c'est AC moins B2 sur 4. Voilà. La proposition, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette proposition? Et ça, c'est important. Je vous rappelle que pour les formes définies positives sur R, N, il n'y a qu'une seule classe de congruence, de R congruence. Sur Z, il n'y a pas qu'une seule classe, puisque vous avez cet invariant qui est le discriminant, donc il y a déjà au moins autant de classes qu'il va y avoir de discriminants possibles, donc déjà une infinité, mais on pourrait espérer que quand on a un discriminant fixé, alors il n'y a qu'une seule classe. Bon, ça c'est faux, tant pis, mauvaise pioche, mais par contre, il va y en avoir un nombre fini. C'est ça que la proposition va nous dire. Toute classe de congruence de QD, pour GL2 de Z, contient donc une forme quadratique qu'on a décidé de noter A, B, C, avec B2 inférieur à A2, inférieur à C2, et A inférieur ou égal à racine de 4D sur 3. Mais pourquoi ça nous donne ce qu'on veut? Ben oui, parce que vous voyez que il y aura toujours dans une classe de congruence, il y aura toujours un élément de cette forme-là et qui vérifie ça. Donc, est-ce que ça c'est fini? Ben oui, parce que A, il est entier, strictement positif, inférieur à ce racine de 4D sur 3. Donc des A, il y en a un nombre fini. B, il va y en avoir un nombre fini parce que B est compris entre moins A et qu'il est entier. Voilà. Et C, alors là, a priori, on pourrait se dire, tiens non, C, il peut prendre une infinité de valeurs, mais non, parce que à cause de ça, et le fait que A est strictement positif, C est déterminé par A et B. Et D, bien sûr. Donc, il y a un nombre fini d'éléments de cette forme-là, et donc forcément, il y a un nombre fini de classes de congruence. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et on va montrer ça. Alors comment on montre cette proposition? On va regarder l'image donc on va prendre cette matrice, la matrice de Q, et puis on va regarder l'image par la congruence, par la matrice 1K01, qui est bien dans GL2 de Z. Et bon, vous faites le calcul, et vous allez tomber sur A va rester fixe. Bon, ce qui est normal, hein, c'est parce que c'est tout simplement parce que pour la matrice de passage, hein, le premier vecteur de base n'a pas bougé. Donc c'est normal que ça qui est l'image par Q du premier vecteur de base n'ait pas bougé. Donc c'est même pas un calcul. Mais ici, vous voyez que ça fait B sur 2 plus AK, B sur 2 plus AK bien sûr parce que c'est symétrique. Et ici, un élément, je ne me suis pas donné la peine de le calculer, mais je sais qu'il existe. Bon, il suffit de le faire. Et de toute façon, il est déterminé par le fait que le déterminant, ça fait D, hein, puisqu'ici le déterminant est égal à D. Et que là, on a multiplié que par des matrices de déterminant 1. Voilà. Bon, pareil, ici, je vais faire la congruence par cette matrice, 0, 1, 1, 0, qui est bien dans GL2 de Z. En fait, c'est l'échange des deux vecteurs de base. Donc, en fait, ça revient à échanger ces deux éléments-là, et ça ne bouge pas. Après, on peut se rassurer avec un calcul. Mais bref, ça veut dire que la forme quadratique ABC est congruente, Z congruente, à A, B plus 2AK, C'. Voilà. Donc, on peut toujours, avec K dans Z, hein, évidemment, K était dans Z, je n'ai pas précisé. Mais bref, donc ça veut dire qu'on peut aller de 2A en 2A, on peut changer B, d'accord, quel que soit B de départ,
on fixe A, et on peut se faire balader ce B jusqu'à ce qu'il tombe entre moins A et A, puisqu'on peut, on peut le translater de 2A en 2A. Donc ici, il se retrouve entre moins A et A, et donc ce qui fait qu'on peut bien le choisir, de sorte à ce que valeur absolue de B, il peut être négatif ou positif, mais valeur absolue de B est inférieure à A. D'accord? C'est ce qui se passe ici. Et maintenant, bon, alors, on peut, maintenant, si C est plus grand que A, ben c'est bon. S'il est plus petit que A, eh ben on fait un petit échange des deux grâce à cette deuxième formule. Donc on peut toujours se ramener à ça. Ce qui fait que ça, effectivement, c'est vrai. Et puis maintenant, quand on calcule 4D, ça fait 4AC moins B2, évidemment, d'après cette formule. Et maintenant qu'on a ça, ça fait que c'est supérieur à 4A2, puisque C est supérieur à A, et moins A2, parce que moins B2 est supérieur à moins A2. Voilà. Donc ça, c'est égal à 3A2, et ce qui nous donne cette formule. Et donc on a bien cette finitude qui va faire que maintenant, en temps fini, on va pouvoir regarder les classes, on va avoir au moins une borne. Alors pour D égale 5, c'est facile, puisque il faut que A, B, C vérifie cette formule. Et il faut regarder tous les A possibles inférieurs à racine de 20 tiers. Bon, finalement, il n'y en a pas beaucoup à regarder. C'est du cas par cas, c'est pas rigolo. Donc, vous avez deux classes ici. Alors, en fait, on en trouve trois, parce qu'on trouve 2, 2, 3 et 2, moins 2, 3. D'accord, qui vérifie ça. En fait, 2, 2, 3 et 2, moins 2, 3 sont congruentes. Parce que vous avez B égale A et B égale moins A. D'après ça, ça va être congruent. Donc, je peux éliminer ces deux. Et on a vu que ces deux classes étaient distinctes. Bon, on a vu que c'était distinct parce qu'elle, elle représente 2 et elle ne peut pas représenter 2. Donc forcément, elles ne peuvent pas être dans la même classe. Alors maintenant, on remarque que si D égale 1, on n'en a qu'une seule. Si D égale 2, on n'en a qu'une seule. Alors ça, c'est quand même intéressant que on n'en a qu'une seule de classe, quelque chose qu'on fait au cas par cas, c'est vraiment très très simple, parce que si D égale 1, on a A qui est inférieur à 4 tiers. Bon, comme A est strictement positif, forcément A, déjà il est égal à 1. B égale 1, on se rend compte très facilement que c'est pas possible, ici, et C, il va être forcément aussi égal à 1, parce qu'une fois qu'on a trouvé B, que B égale 0, C, il est obligé, à cause de cette formule-là, d'être égal à 1. Donc vous voyez, on voit que c'est très très serré. C'est trop serré, heureusement. Ça me fait très mal. Et donc, il n'y a qu'une seule classe de congruence. Et pareil, pour D égale 2, on n'a qu'une seule classe de congruence. Voilà. Et quand même, le fait que ce 1 coïncide avec la factorialité est intéressant, et puis c'est fructueux. Voilà. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Ok, alors c'est là qu'on va commencer à récolter les pépitos. On veut cette réciproque, donc on va quand même partir pleinement de P congru à 1, 3, 7 ou 9 modulo 20. Ça va impliquer que moins 5 est un carré, d'accord, modulo P. Ça, c'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, il va y avoir moins 5 plus Kp est égal à un certain N2 pour un N entier. Donc, je peux regarder la matrice P, N, N, K, et je sais que son discriminant est 5. Comme P est positif, strictement positif, d'accord, K est forcément positif aussi, parce que s'il était négatif, ça ferait un carré qui serait négatif, c'est pas possible. Donc, on va bien avoir une forme quadratique qui est définie positive de discriminant 5. On sait donc que cette forme quadratique, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, elle est congruente soit à 1, 0, 5, soit à 2, 2, 3. Maintenant,
on va supposer que P est congru à 3 ou 7 modulo 20. Alors, j'affirme que Q ne peut pas être congru à 1, 0, 5. Pourquoi? Parce que Q représente P, puisque Q du vecteur 1, 0 est égal à P. Ça se voit ici. On a vu une proposition qui dit que puisque P est représenté par Q, si Q était congruent à 1, 0, 5, alors P serait représenté par ça, mais ça c'est pas possible parce que si P est représenté par 1, 0, 5, alors P est congru à 1 ou 9 modulo 20. Ça c'est que des choses qu'on a vues. Donc c'est impossible. Donc si c'est pas l'un, bah, c'est l'autre automatiquement, et donc Q est congru à 2, 2, 3. Ce qui veut dire, finalement, que P va être représenté par 2, 2, 3, si P est congru à 3, 7. Et de la même manière, maintenant, si P est congru à 1, 9, modulo 20, alors il faut montrer que Q ne peut pas être congru à 2, 2, 3. Pourquoi? Parce que s'il était congru à 2, 2, 3, alors P, qui est représenté par Q, serait représenté par 2, 2, 3. Donc on aurait des x, y tels que 2x2 plus 2xy plus 3y2 égale P. Maintenant, c'est assez facile, parce que ça veut dire, comme P ici est impair, ça voudrait dire que y est impair, forcément. Comme y est impair, ça veut dire que x, facteur de x plus y est pair. D'accord? Bah oui, puisque x et x plus y ne sont pas de la même parité, donc le produit est pair. Donc ça veut dire que ce truc-là, qui est 2x, x plus y, ce truc-là est multiple de 4. Donc modulo 4, P est congru à 3, puisque un carré, donc y est impair. Donc un carré modulo 4, c'est forcément 1, un carré impair, c'est forcément 1. Et donc P est congru à 3, modulo 4. Mais ça, c'est pas possible, parce que modulo 4, comme 4 divise 20, le fait qu'on ait 1 ou 9 modulo 20 pour P, eh ben, ça veut dire que modulo 4, c'est 1, forcément, et donc c'est pas 3. Donc là, c'est absurde, et donc Q ne peut pas être congru à 2, 2, 3. Automatiquement, comme il n'y a que deux classes de congruence, il est congru à 1, 0, 5, et on a montré la réciproque qu'on voulait montrer. Ça y est, c'est fait. Voilà, on a contourné la non-factorialité de l'anneau z de i racine de 5. Et maintenant, vous allez me dire, on n'a que les nombres premiers représentés et il va falloir multiplier et expliquer ce qu'on avait remarqué au départ, qui était le fait qu'on pouvait avoir deux éléments premiers entre eux qui étaient représentés par une forme quadratique différente, mais dont le produit était représenté par x2 plus 5y2. Et bien là, l'explication, elle est lumineuse, regardez, et là, ça va démarrer sur encore une autre histoire. J'en ferai un résumé après, mais sans preuve. Mais regardez ce qui se passe. x2 plus 5y2, facteur de x'2 plus 5y'2, c'est égal à ceci. D'accord? Donc vous avez cette identité remarquable dont on a déjà parlé au tout début, qui dit que si un nombre est représenté par la forme quadratique 1, 0, 5, et qu'un autre nombre m' est représenté par cette même forme quadratique, alors le produit des deux est représenté par cette même forme quadratique. Bon, mais que se passe-t-il si vous avez le produit de deux éléments représentés par la seconde forme quadratique? Eh bien, il se trouve que le produit, vous avez une autre identité remarquable, ici, bon, c'est pas la peine que vous pouvez la lire, qui est représentée par celle-ci. C'est-à-dire, quand on fait le produit de celle-ci par elle-même, on tombe sur elle-même, en quelque sorte, et quand on fait le produit de celle-ci par elle-même, on tombe sur celle-ci. Et bien, voilà ce que Gauss a trouvé dans Disquisitiones, qu'il l'a fait de façon extrêmement technique, mais on donnera pas une preuve, mais une idée de preuve nettement moins technique qui est arrivée un peu plus tard. Lui, il l'a fait vraiment très violemment, bon, avec une technicité foudroyante. C'est qu'il y a, sur les classes de formes quadratiques, alors c'est plutôt les classes modulo SL de Z, bon, après il y a des petits détails, mais sur ces classes de formes quadratiques,
il y a une loi de groupe. Et c'est pour ça que j'avais noté celle-ci Q0, Q1, parce que là, le groupe, c'est Z sur 2Z. De sorte à ce que si vous avez Q' et Q seconde, deux formes quadratiques, deux classes de formes quadratiques, et que M' est représenté par Q', M seconde est représenté par Q seconde, alors M', M seconde est représenté, vous avez une loi de groupe, hein, donc je note un gros point, tel que M', donc d'accord, représenté par Q', et pareil pour M seconde et Q seconde, ça implique que M', M seconde est représenté par ce Q', point Q seconde. Et ça, il se trouve que ça va marcher à tous les coups avec cette méthode de Gauss magnifique que je vais tenter d'expliquer justement avec ce qu'on appelle les classes d'idéaux. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc on va continuer, hein, on est toujours sur la série de vidéos qui avait commencé sur la tentative de représenter un entier comme somme de carrés, carré d'entier évidemment, comme bon, on part de je sais pas, un 5 égale 2 au carré plus 1 au carré, etc. etc. Et ensuite, on s'était rendu compte qu'on pouvait généraliser ce résultat avec une forme quadratique. C'est-à-dire, bon, d'abord, x carré plus, est-ce qu'on peut représenter un entier comme une somme de x carré plus dy carré, avec d un entier donné. Bon, après, il sera évidemment positif assez rapidement, parce que, bon, d négatif, ça implique d'autres techniques. Et ensuite, on se rend compte que on ne peut pas juste s'occuper d'une forme quadratique parce que les choses vont impliquer automatiquement d'autres formes quadratiques entières, binaires, donc à deux variables. Voilà. Et puis, c'est comme ça, hein, c'est toujours comme ça en maths. On commence à un endroit où on a pied, on se trempe juste les pieds, et puis après, on a de l'eau voilà, quoi, jusqu'aux genoux, et puis après jusqu'au ventre. Et puis là, on va rentrer un peu dans l'océan, parce que je voulais expliquer dans la dernière vidéo, même si là, on peut voir les choses indépendamment, sauf qu'on n'a pas la motivation. Hein. Donc, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à une jolie formule qui généralisait une autre formule qui permettait de passer par exemple, du fait qu'un nombre premier est somme de carrés à un nombre quelconque est somme de carrés. Donc ça, c'est grâce à une petite formule. Et ensuite, cette formule, quand on a voulu la reproduire pour x2 plus 5y2, on s'est rendu compte que ça impliquait une autre formule qui faisait que si un nombre est représenté par la forme quadratique 2x2 plus 2xy plus 3y2, et si un deuxième nombre est représenté par cette même forme quadratique, alors le produit des deux nombres, mm', est représenté, mais par la forme quadratique x2 plus 5y2. Donc il y a une espèce de loi entre les formes quadratiques non congruentes. Donc on regarde des classes de formes quadratiques. Voilà. Alors bien sûr, ces formes quadratiques, elles restent tout de même à discriminant fixé. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le grand bain, sans preuve. Bon, toutes les preuves vont être sur le lien que je vous envoie là maintenant. Et si vous voulez aller plus loin, il y a vous pouvez trouver sur Internet le cours à Polytechnique de Gaëtan Chenevier, qui est très complet, plein d'exemples, où là, tout est regardé. Mais là, c'est pas pareil. Là, on est sur
sur un cours probablement d'une année. C'est c'est probablement plus d'une centaine de pages ou voire plus. Mais là, c'est complet, il y a toutes les preuves. Et puis, ici, il y a toutes les preuves, mais on regarde juste une coupe transversale pour aller plus vite. C'était un travail, pour donner une idée, hein, ce que je vous présentais, c'est un travail que j'avais fait en TIPE avec un licence deuxième année il y a 2 ans, hein, avec Robin. Et bon, un bon étudiant de licence, deuxième année, pouvait comprendre ça en un semestre. Donc voilà, donc ça peut donner de l'espoir à certains de comprendre ça. Alors, allons-y pour cette histoire. Cette histoire, c'est un trio, en fait, qui s'apporte mutuellement. On sait que les mathématiques du 19e siècle commencent à être des mathématiques des correspondances et, euh, et beaucoup de correspondances entre des classes de choses. Vous voyez, c'est que des quotients. Voilà. Donc des correspondances entre classes. Ici, vous avez, là, c'est là l'objet d'où on part finalement, hein, le vert. Ici, c'est les formes quadratiques à discriminant fixé à deux variables sur z. Donc, si vous voulez, a2 plus bxy plus cy2, xy étant dans z, et delta. Alors là, delta, ça va pas être le déterminant de la matrice, c'est presque ça, ça va être le fameux B2 moins 4AC, bon, sachant que le déterminant de la matrice, c'était AC moins un quart de B2. Donc il suffira de multiplier par moins 4 ce qu'on a fait jusqu'à présent pour avoir le discriminant dont on parle là maintenant. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Donc là, c'est les questions qu'on se pose ici, comme quels sont les entiers qui sont représentés par les formes quadratiques, qui peuvent donc s'écrire comme image de la forme quadratique sur Z2. Voilà. Là, c'est un objet, on va dire, intermédiaire, qu'on aime bien, qu'on connaît bien. Alors là, ça va être les matrices de 2 à coefficient dans Z et à polynôme caractéristique P fixé. Et là, j'ai oublié de le dire, mais on s'intéresse à modulo la congruence. On sait que bon, le GL2 de Z agit par congruence sur les formes quadratiques qui ont un discriminant fixé, parce que ça laisse fixe le discriminant, hein, la congruence. Et ici, vous avez ces matrices à polynôme caractéristique fixé et modulo, cette fois-ci évidemment, la conjugaison qui laisse fixe le polynôme caractéristique. Alors qu'est-ce que c'est ce polynôme caractéristique? Alors ici, on dira que P, on va fixer P, c'est x2 moins tx plus d. C'est un polynôme unitaire, c'est important qu'il soit unitaire, dans z de x, hein, de degré 2, et irréductible sur q, c'est-à-dire que le discriminant delta, T2 moins 4D, n'est pas un carré. Et on va noter alpha, une racine de P. Voilà, ça, ce sera fixé. Et ici, ça va être un objet qui va être très très important en arithmétique, hein, c'est les classes d'idéaux. Et ici, on va récupérer, grâce à la correspondance avec lui, une multiplication sur les formes quadratiques qui nous permettra de passer des nombres premiers qui sont représentés à des nombres quelconques, un petit peu comme on avait fait au début. Voilà. Et là, il y a une multiplication sur des idéaux, parce qu'on sait multiplier des idéaux. Quand on a un idéal I, un idéal J, on sait faire IJ. Donc voilà, hein, donc ici, c'est l'objet auquel on s'intéresse, les représentations d'entiers. Voilà. Ici, c'est les idéaux, c'est là où on va hériter d'une multiplication, c'est là qu'on va pouvoir faire vraiment de l'arithmétique. Et là, ce sont les matrices de 2. C'est un endroit où on est à l'aise parce que on a de l'algèbre linéaire, même si on est sur Z, bien sûr. Voilà. Alors, entre parenthèses, toujours ce trio, que j'appelle le trio gagnant en arithmétique, vous allez le trouver
euh, bon, incrusté dans pas mal de problèmes d'agrègue. Bon, déjà, le problème de 2011, où on s'intéresse à cette correspondance-là. Tiens, j'ai oublié une flèche ici, on va la rajouter. Le problème de 2012 aussi, le problème de 2015, où on s'intéresse à ça, et où on aurait pu s'intéresser à ça, mais on n'était pas loin, mais non. Et puis le problème de 2019. Vous voyez pas mal de problèmes d'agrègue dans la décennie des 2010. Allons-y maintenant. Donc, en fait, dans le papier, vous allez avoir des choses, c'est les preuves, sous forme d'exercices qui sont ici. Voilà. Donc, il y a 3 flèches, aller-retour, hein, et chaque flèche correspond à un exercice pour montrer qu'on a une bijection, qu'on a bien une correspondance entre là et là, là et là et là. Donc, regardons un petit peu ce qui se passe. Ici, il y a ce qu'on appelle ABC, donc c'est ce qu'on a dit, c'est AX2, c'est la forme quadratique AX2 plus BXY plus CY2. Et là, on va lui associer une matrice. Bon, après, on vérifiera que ça passe bien en classe, etc. Alors, T, il est fixé, donc ici, on a un discriminant, delta, qui est fixé, qui est le même discriminant que le polynôme x2 moins tx plus d. Et bon, finalement, t il peut être quelconque. Le tout, c'est qu'on se rend compte que, étant donné que t2 moins 4d c'est égal à delta et b2 moins 4ac c'est égal à delta, et ben modulo 4 t2 égale b2. Donc ça veut dire que t et b ont la même parité. Donc on peut prendre finalement t quelconque et avoir juste ce qu'on demande, c'est que si on part de la forme quadratique ABC, c'est que T est la même parité que B. À cette forme quadratique, on associe cette matrice MP de Z, ici, dont on vérifie facilement qu'elle a pour polynôme caractéristique P. Ensuite, inversement, à ABCD, une matrice de polynôme caractéristique P, on associe la forme quadratique B D-A moins C. Voilà. Bon, après, pareil, hein, on vérifie que ça correspond bien à ce qu'on veut. Ça donne bien une bijection entre les classes. Alors ici, la bijection entre les classes, d'abord, c'est important de savoir qui est lui. Bon, alors il est important de regarder ce que c'est que ce I alpha. Alors alpha, je vous rappelle que c'est une racine de P. Bon, voilà. En fait, ça dépend que du discriminant. Hein, tout ça, ça dépend pas vraiment de P. P dépend de ce T choisi de même parité que B, etc. Alors ici, on prend I alpha, l'ensemble des idéaux, attention, c'est important, non nul de Z de alpha. Donc ça, c'est un anneau, c'est un sous-anneau de C, évidemment. Et on regarde des idéaux de cet anneau. Alors on dirait que deux idéaux I et J sont équivalents si il existe A et B non nuls, tels que BI égale AJ. Voilà. Donc sur les idéaux non nuls, on crée une relation d'équivalence et on voit, et ça c'est important, que si l'anneau est principal, vous aurez l'idéal entier, l'idéal constitué par l'anneau, l'idéal qui contient 1, Z de alpha, sera forcément équivalent à tout idéal à cause de cette relation. Et donc, pour un anneau principal, il n'y a qu'une seule classe d'équivalence. Donc, finalement, le cardinal de l'ensemble des classes d'équivalence va nous mesurer le défaut de principalité de l'anneau, en quelque sorte. Si c'est 1, c'est qu'il est principal. Si c'est 2, 3, plus c'est grand, moins ce sera principal. Voilà. Alors, voilà, donc je veux dire, si maintenant, important, alors maintenant,
faut noter la chose suivante, très importante, c'est qu'un idéal non nul, à partir du moment où alpha est irrationnel, un idéal non nul de Z de alpha va avoir immédiatement une structure de réseau. C'est-à-dire, vous avez Z de alpha est isomorphe comme c'est un groupe additif, et comme groupe additif, il est isomorphe à Z2, parce qu'il a une Z base, la Z base, 1 et alpha, parce que alpha est irrationnel. Et I, à partir du moment où il est non nul, systématiquement, comme c'est un idéal, vous arrivez à montrer facilement qu'il est aussi isomorphe à Z2, d'accord, parce qu'il va être stable par multiplication par n'importe quel entier, mais aussi par alpha. Et ça l'oblige à être isomorphe à Z2. Et bon, du coup, il va avoir une Z base, d'accord, qu'on va appeler UV. Donc ça, c'est des éléments de C, hein, U et V. Et ici, plus particulièrement des éléments de Z de alpha. Et vous allez avoir cette Z base. Et donc, vous allez avoir une matrice de passage de la base naturelle de Z alpha, c'est-à-dire 1 alpha, à la base UV, d'accord. Et cette matrice de passage va avoir un déterminant qui ne dépend pas de la Z base UV choisie. Bon, alors je la prends direct, ou alors on prend la valeur absolue du déterminant pour que ce soit positif. Et donc ça va dépendre. Alors ça, c'est parce que parce que le changement de base entre deux Z bases, le déterminant, c'est 1 ou moins 1. Hein. On sait que GL2 de Z, ce sont que des matrices de déterminant 1 et moins 1 à coefficient dans Z, et réciproquement d'ailleurs. Donc ça ne va pas dépendre en valeur absolue. Et ici, vous allez avoir la norme de l'idéal, ici, comme on l'introduit par un déterminant, je vais l'appeler D indice I. Voilà. Et donc, par exemple, si on veut calculer un D indice I, pour se rassurer, on a I égale l'idéal engendré par l'élément X. Alors, X, c'est un complexe. Hein. J'aurais peut-être pu l'appeler Z, mais bon, voilà, pour bien montrer que c'est un complexe, mais bon, je vais l'appeler X. La base naturelle, c'est X alpha, d'accord, pour cet idéal. Voilà. Et la matrice de passage P, ça va être la matrice de multiplication par X. Donc finalement, son déterminant, on sait que la multiplication par X sur C, hein, son déterminant déjà, qui laisse fixe I, bien sûr, mais son déterminant, c'est la norme. Alors, ce que j'appelle la norme quadratique, c'est la norme, mais pas la norme avec la racine carrée, hein, c'est la norme tout court. Voilà. Donc, ça veut dire que DI, ici, c'est NX. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui généralise la norme. Si on sait qu'un idéal, c'est finalement la généralisation d'un nombre, d'accord, c'est un nombre idéalisé, en tout cas, dans ma philosophie un peu des idéaux, c'est un nombre idéalisé qui a des plus belles propriétés, finalement, qui ne déçoit pas, qui déçoit moins que déçoivent les nombres. Hein, dans le côté arithmétique, décomposition en facteurs premiers, unicité, etc., ça ne déçoit pas, nettement moins en tout cas. Et la norme, finalement, de l'idéal, DI, ça généralise la norme des éléments. Voilà. Alors, prenons la norme, donc en particulier, la norme de cet idéal, on prend x égale 1, ça, c'est l'idéal engendré par 1, Z de alpha. Et donc, la norme de Z de alpha vue comme idéal, c'est n de 1, donc c'est 1. Et oui, c'est un petit peu normal. Plus généralement, par multiplicativité du déterminant, vous avez directement que si I est inclus dans J, ça implique DJ divise DI, ce qui peut rappeler le fameux contenir, c'est diviser, ou diviser, c'est contenir, selon le point de vue qu'on connaît bien en arithmétique. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'est que ces idéaux, on revient là-dessus. Et on va pouvoir regarder un petit peu cette correspondance-là. Donc ici, on part d'une matrice, d'accord ? On lui associe, on prend un vecteur propre, donc
Alpha, c'est une racine de P, donc ça va être un vecteur propre vu sur Q. Et on va regarder un vecteur propre pour la valeur propre alpha de la matrice M, hein, qui a pour polynôme caractéristique P. Et ici, on va l'appeler, on va appeler ce vecteur. Il va avoir des coordonnées, deux coordonnées évidemment, dans Q, dans Q de alpha, qui sont Ki1, Ki2. Voilà, ça va être les coordonnées dans Q de alpha au carré. Alors, ça aurait pu être dans C2, mais en fait, plus précisément, c'est dans Q de alpha carré. Et en fait, ce vecteur propre, on va le regarder dans Z de alpha, quitte à multiplier par un bon coefficient, un bon entier. On remonte dans Z de alpha, ce sera toujours un vecteur propre. Et là maintenant, je regarde l'idéal de Z de alpha engendré par ces deux coordonnées. Voilà. Et ça va m'associer un idéal et une classe d'idéal. Donc, bon, alors évidemment, faut vérifier que ça passe aux classes, etc. Ça, c'est le but des exercices, que ça fait une bijection, tout. Maintenant, inversement, de là vers là, quand on prend un idéal, ici, alors il va avoir une certaine base, on l'a dit tout à l'heure, une base à deux éléments, parce qu'il est une Z base à deux éléments, et il est stable par multiplication par alpha, puisque c'est un idéal, et que c'est un idéal de Z de alpha. Et donc la multiplication par alpha, ça va être un endomorphisme, un Z endomorphisme, qui dans la base va s'écrire avec une matrice, et on regarde cette matrice-là. Voilà. Alors maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le plus important dans cette histoire qu'on est en train de raconter, depuis le début, c'est cette correspondance ici, hein, parce qu'on veut, au départ, représenter des entiers et regarder une certaine multiplicativité de cette représentation d'entiers qu'on va aller chercher ici chez les idéaux. Et là, c'est cette correspondance, il est peut-être plus pratique de passer par là. D'accord? Donc, on fait cette correspondance là et là. Mais on peut aussi chercher cette correspondance directement. Alors, si on prend une forme quadratique ax2 plus bxy plus cy2, on va lui associer, alors, il va y avoir bêta indice q, ça va être quoi bêta indice q? Ça va être la racine à partie imaginaire strictement positive de ax2 plus bx plus c. Donc vous avez ce trinôme, ax2 plus bx plus c. Il va avoir une racine comme le discriminant, il est négatif, hein, voilà. Il va avoir une racine à partie imaginaire strictement positive. Et on va regarder l'idéal engendré par A et A fois ce bêta Q. Voilà. A fois bêta Q qui est donc égal à, vous pouvez faire le calcul, moins B plus à racine de delta, donc delta qui est négatif, je vous rappelle, sur 2. Voilà. Et A qui est un entier ici. Donc c'est idéal engendré par ça. Donc quand vous faites ça et ça, vous tombez là-dessus. Et inversement, alors là, vous avez l'idéal ici, vous avez un idéal I, et vous regardez la forme quadratique. Alors, si on prend une base, donc si I, on prend une base UV, c'est une base et puis c'est aussi un système générateur. Ici, vous avez QI. Alors, je vais définir la forme quadratique ici, là-dedans. QI. Alors, QI de Z. QI de, en fait, Z. En fait, ça devrait être QI de XY, parce que c'est une forme quadratique sur Z2. Donc, ça devrait être QI de XY, mais j'identifie Z égale XU plus YV. D'accord? Ça, c'est pas écrit. Et donc, c'est la norme de mon complexe, c'est la norme de XU plus YV, mais vous voyez bien que cette forme quadratique, si je garde juste la norme quadratique du complexe XU plus YV, pour donner
Q de XY, eh bien, ça ne va pas passer au quotient. Donc, il faut une normalisation, parce que ça ne va pas passer au quotient de la relation d'équivalence. Et en fait, il suffit de diviser par cette norme d'idéal, DI, pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Et là, ça va passer au quotient et ça va donner un bon objet. Alors, je vous rappelle ce qu'on a dit. À partir du moment où Z est dans I, ben, l'idéal, donc Z appartient à I, donc l'idéal engendré par Z est inclus dans I, donc DI divise la norme de Z. Dire la norme de l'idéal, mais la norme de l'idéal, on a vu que c'était la norme de Z. Donc ça, c'est bien un entier. Voilà, donc j'ai fait un peu la description. Je vais passer les preuves, mais vous pouvez les voir donc sur le lien qui va encore s'afficher ici. Alors c'est fait par exercice, voilà, ça c'était le premier lien hein, qui était en haut à gauche. Ça c'est le deuxième lien qui est en haut à droite. Et puis, bon, pour vous dire quand même que c'est pas long, hein, c'est vraiment des choses toutes simples. Hein. Si vous avez le courage de lire ce cours de Gaëtan Chenevier, là, qui est vraiment très, très, très bien fait, qui m'a passionné, surtout avec plein d'exemples, et puis c'est très complet, on peut, tout ce qu'on veut savoir, on a la réponse dedans. Si on veut savoir quelque chose, si on n'est pas sûr de quelque chose, on peut aller le trouver, c'est vraiment magnifique. Hein. Oh, il y a une erreur là. Il faut que je quotiente là. C'est pas déguisé. J'ai oublié de mettre le quotient. Ah, my bad. Alors, et là pareil. Donc il faudrait que je mette le quotient. Bon, allez, j'y pense. Et donc voilà. Donc ça c'est la troisième correspondance. Hein. Donc l'exercice 1-3. Et donc c'est la bijection entre le quotient et puis ça et puis les classes d'idéaux. Vous voyez, bon, les preuves sont assez courtes, hein, voilà. Maintenant, on attaque les petits théorèmes supplémentaires. Alors ça, le premier théorème, qui vont, maintenant qu'on admet plus ou moins que toutes ces correspondances, ce sont des correspondances bien bijectives, on va regarder les théorèmes en plus. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans la série de vidéos précédentes, c'est que toute classe de forme quadratique binaire de discriminant delta, alors cette fois-ci, il est strictement négatif parce qu'on l'a multiplié par moins 4, hein, d'accord. Donc les discriminants 5 deviennent des discriminants moins 20 maintenant, d'accord. Contient, c'est à cause de la forme du papier qui est différente de la forme de la vidéo que j'avais faite avant. Donc c'est une différence de point de vue en fait. Donc ça contient toujours, chaque classe de congruence, hein, pour la congruence, contient une forme hein, ABC telle que B2 inférieur à A2 inférieur à C2 et A2 est inférieur à moins delta sur 3 alors qu'on avait 4 tiers de delta évidemment. Avec ABC entier et A, je le précise, hein, est strictement positif parce que voilà quoi, on regarde des formes quadratiques avec delta négative, donc c'est des formes définies positives, etc. Donc A est strictement positif. Bon, alors, donc, déjà, qu'est-ce que les formes quadratiques peuvent apporter aux classes d'idéaux? C'est que le nombre de classes d'idéaux ici est fini. Parce que là, c'est très très facile à pratiquer et on voit la finitude du nombre de classes d'idéaux grâce à la correspondance bijective. Voilà. Donc on a un nombre fini de classes d'idéaux parce que le nombre de valeurs de A est fini, donc le nombre de valeurs de B est fini, je vous rappelle ce sont des entiers, et C, lui, il est complètement déterminé par le fait que B de moins 4AC est égal à delta. Donc lui, il n'a plus qu'à se plier aux ordres de A et B. Alors maintenant, théorème 2.3, il n'y a qu'une seule classe de forme quadratique binaire dans Q delta, si et seulement si Z de alpha est principal. Donc je vous rappelle quand même que si vous avez un jour passé la grègue, vous avez montré que plein d'anneaux sont principaux parce que ces anneaux sont
euclidiens. Mais quand ils étaient plus euclidiens, ça devenait très dur. Alors par exemple, z de i est principal, z de i racine de 2 est principal, z de i racine de 3 ne l'est plus, mais z de j l'est. Bon, toutes ces choses-là, c'est intéressant, mais on se rend compte que c'est une impasse, parce que dès que les mailles du réseau deviennent trop grandes, bah c'est terminé, on ne peut plus espérer avoir quelque chose de client. Mais on peut continuer à espérer avoir quelque chose de principal, et peut-être que ceux qui ont vu soit dans le Perrin, je crois que c'est un exercice du Perrin, soit dans les Francino Gianella ou Oroix ENS, et ils ont vu que on pouvait montrer la principalité sans être client. Il y a de la vie après le clienité. Et oui, il y a encore de la principalité après le clienité qui se débarrasse de ça. Et ça, c'est difficile. Les preuves que vous allez trouver ont créé une division euclidienne adéquate, basée sur le nombre 2, avec deux possibilités pour la division euclidienne. Donc c'est une pseudo-division euclidienne, avec, au lieu d'un seul résultat, ça en donne deux possibles selon la situation dans la maille de l'élément. C'est quelque chose de difficile et on n'a pas envie de faire ça souvent. Alors que là, ça devient un jeu d'enfant de montrer qu'un anneau de ce type-là est principal. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, donc ça veut dire que les formes quadratiques nous aident à comprendre les idéaux. Est-ce que les idéaux peuvent en retour apporter quelque chose aux formes quadratiques? Ben oui, les idéaux ont une multiplication et cette multiplication passe à la relation d'équivalence, évidemment, et cette multiplication va donner, bon, elle va être associative. Alors donc, entre parenthèses, pour la petite histoire quand même, Gauss, dans les Disquisitiones, crée une multiplication sur les classes de Q delta. Donc c'était une multiplication qui était déjà pensée par Euler, par Lagrange, tout ça, mais il ne l'avait pas pensé en termes de classe. Donc voilà. Et après, il essaie de démontrer que c'est associatif et il se sert de 37 égalités pour montrer, donc c'est un tour de force, absolument, hein, pour montrer cette associativité. Alors par contre, la structure de groupe, oui, presque, parce que les idéaux, on sait quels vont être les idéaux qui seront inversibles, on sait pour quel delta tous les idéaux vont être inversibles. Bon, ça, je vous laisse regarder ça dans la bonne littérature. Entre parenthèses, dans ce cours à Polytechnique, hein, et Polytechnique, entre parenthèses, je salue les 350 réfractaires qui sont en train d'être déclassés par le classement de Polytechnique, par le colonel Leduc. C'était un article, tiens, je l'ai ici, dans le Canard enchaîné, qui parle de ça. Je vous conseille de regarder ça. Donc ça prouve qu'il y a des jeunes à Polytechnique qui croient en l'avenir. C'est bien. Qui croient en l'avenir. J'espère que justement, ils ont été inspirés par les belles maths qu'on peut faire là-bas. Donc tout ça pour dire que les idéaux, les classes d'idéaux vont apporter quelque chose aux formes quadratiques parce qu'on va construire une multiplication, ce qu'on appelle par transport de structure, sur l'ensemble des classes de congruence de formes quadratiques binaires de discriminant delta. Maintenant, si on prend deux idéaux i et i', d'accord, de z de alpha, avec des bases, on fixe des bases. Alors tout ça, on a démontré que les choses ne dépendaient pas des bases, etc., etc. Et on va prendre une z-base de i uv, une z-base de i', u', v'. Et donc, quand on va obtenir cette multiplication, on a l'idéal i'. Vous savez que le produit i', c'est défini comme ensemblistement comme la somme des produits de i par i', bon, et ça donne bien un idéal encore une fois. Et donc on multiplie un élément de i par un élément de i', et donc on va se retrouver dans i', qui forcément va être un idéal non nul, donc il va avoir pour z base u seconde, v seconde, et donc ça va s'écrire en fonction de u seconde, v seconde. Mais d'après les propriétés ici de la multiplication, on va avoir des formes, les coordonnées vont être des formes bilinéaires, symétrique, évidemment, en xy, x', y',
que j'appelle F et G, et A valeur dans Z. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre la norme quadratique n, ici, et ici, je sais que si je prends n, comme c'est multiplicatif n de ce produit, ça va être le produit des n, d'accord? Et je sais que lui est divisible par d indice i, lui est divisible par d indice i', et lui est divisible par d indice i'. Mais c'est facile de voir, par multiplicativité du déterminant, que dii', c'est di fois di'. Donc on va diviser par dii', des deux côtés. Et donc ce que je vais obtenir, donc le membre de droite, quand je vais prendre la norme et que je vais diviser par d indice i', je vais tomber sur, par définition, q indice i' de cet objet-là, d'accord, de ce gros truc, d'accord. Alors donc là, j'ai remplacé, comme j'avais dit tout à l'heure, le z complexe ici par ses coordonnées. Je garde juste les coordonnées pour en faire une forme quadratique binaire à valeur dans z, évidemment, à cause des divisibilités, des DI dont on a parlé. Et le membre de gauche, par la multiplicativité de n, quand on va diviser par DI', donc par DI ici et DI' ici, ça va devenir Q indice de XY, Q indice de X', Y'. Voilà. Et donc, on va avoir égalité, ce qui veut dire que cette égalité nous dit qu'on construit par transport de structure une multiplication sur les classes de forme quadratique, telle que si Q représente l'entier M et Q' représente M', QQ' représente MM'. Parce que QQ', QI, par définition, ça va être QII'. Alors attention, on parle de classe de forme quadratique. Et oui, si M représente ça, donc pour un XY, on va avoir ça égal à M. Pour un X', Y', on va avoir ça égal à M'. Donc MM' va être égal à ça. Ce qui veut dire que MM' est représenté par la forme quadratique QII'. Donc maintenant, on va faire des petits exemples rigolos. On va regarder des exemples. Alors, premier exemple, voilà quelques petites applications. Bon, je vois que le papier, il n'est pas totalement... Il faudrait que je mette exemple ici. Il faut montrer, si vous voulez montrer maintenant, que moins 1 plus i racine de 19 sur 2, si alpha égale ça, alors z de alpha est principal, alors qu'il est non euclidien, attention, il est non euclidien, c'est bien connu par les gens qui ont passé la grecque, ça peut être un développement, c'est dans Oroix, qui est quand même un grand classique, voilà. Et là, ça devient un jeu d'enfant de le montrer, sans passer, oui, par la taille des mailles, ils ne sont pas euclidiens, les mailles sont trop grandes, donc on ne peut pas passer par le fait qu'ils sont euclidiens. Alors, on sait que ces anneaux non euclidiens, mais tout de même principaux, sont de ce type-là, z de alpha avec alpha comme ça, c'est valable pour d égale 19, 43, 67 et 163. Bon, on ne va pas le faire sur 163 parce que, bon, on a vite compris. On va quand même le faire pour 67 pour vous montrer comme c'est simple. Donc, on veut montrer que l'anneau est principal. Donc, on s'en réfère aux formes quadratiques et puis on regarde les formes quadratiques binaires avec comme discriminant moins 67. Alors donc, ici, on va avoir A2, comme le discriminant c'est moins 67, A2 est inférieur à 67 sur 3, d'accord? Bon, alors vous voyez, parce que moins 67, vous avez compris qu'on prend racine de moins D ici, de moins 67, on fait rentrer le i à l'intérieur. Alors ici, A2 est inférieur à 67 sur 3, donc c'est à peu près 20 et quelques. Donc ça veut dire que A
il est égal à 4, 3, 2 ou 1. Voilà. Et si A égale 4, on regarde le cas égale 4 et on voit que 4AC doit être égal donc à 67 B2, d'accord? Parce que moins 67, c'est B2 moins 4AC. Hein, donc voilà. Et B, comme B est inférieur en valeur absolue à... Donc on regarde B, on regarde B2, mais B2, il est inférieur à A2. Donc, bon, alors, ici, si A égale 4, d'abord, oui, je vais commencer par là. Si A égale 4, donc on veut calculer C, C doit être entier, donc ça veut dire que 67 plus B2 doit être divisible par 4 fois 4, 16. Donc 16 doit diviser 67 plus B2. Mais B2, il est inférieur à A2, et déjà, le fait que ce soit pair, ça veut dire que B est impair, donc B2 ne peut valoir que 1 ou 9, d'accord? Vu que B2 est inférieur à A2. Mais on vérifie que 16 ne divise pas 67 plus 9, ni 67 plus 1. D'accord? Voilà, donc ça c'est évident. Si A égale 3, c'est pareil, mais sauf que pour que C soit entier, il faut que 67 plus B2 soit divisible par 12. Et B2 ne peut valoir que 1 ou 9 parce que B2 est inférieur à A2. Donc on vérifie que 12 ne divise pas 67 plus 9, ni 67 plus 1, voilà, etc. Si A égale 2, 4AC, voilà, donc là C, il faudrait que 8 divise 67 plus B2. Donc plus ça va, plus il y a du suspense quand même. Et B2 ne peut valoir donc cette fois-ci maintenant que 1, il ne peut pas valoir 9 parce que voilà, il faut que B2 soit inférieur à 4. Toujours pareil, B doit être impair, hein, sinon c'est pas possible. Et on vérifie que 8 ne divise pas 67 plus 1, bon voilà, ni 67 plus 1. Bon dans ce papier, il y a quand même encore des typos, hein, mais bon, vous comprenez qu'il y a eu du copier-coller. Alors, il ne reste maintenant plus que A égale 1, et on va tomber sur 1, 1, 17 et 1, moins 1, 17, d'accord? Parce que B, il peut être négatif, lui, hein. Et en fait, ces deux-là sont congruentes, hein, parce que A est égal à B, et on a vu que c'est congruent par ces deux formes quadratiques sont congruentes par la matrice de transvection 1, 1, 0, 1. Et donc finalement, à la fin, on est tombé sur une seule classe de congruence. Ça veut dire qu'on est tombé sur une seule classe d'idéaux, donc l'anneau est principal. C'est génial. Alors là où c'est moins bien, mais ça commence à devenir intéressant parce que ça y est, on se débarrasse de l'idée même. On s'était débarrassé d'euclidien, maintenant on se débarrasse du principal. On regarde les formes binaires de discriminant moins 20. Cette fois-ci, le petit calcul va nous donner, comme tout à l'heure, 1, 0, 5, 2, 2, 3 et 2, moins 2, 3. Bon, on l'a fait dans les vidéos précédentes, celle-là. Ces deux-là, elles sont encore congruentes par une matrice de transvection, la même d'ailleurs, et ces deux-là ne sont pas congruentes. On a dit que 2, hein, ils représentaient celle-là, mais ils ne représentent pas celle-là. Alors que deux matrices congruentes, deux formes quadratiques congruentes représentent les mêmes entiers. Alors, bon, donc on voit qu'il y a deux classes. Donc déjà, c'est pas principal. Bon, alors, évidemment, on pouvait tout de suite voir que ce n'était pas principal parce que ce n'est pas factoriel à cause de cette identité-là, où on a deux décompositions en irréductible. Donc c'est facile de voir avec la norme que c'est irréductible, mais non associé, hein, faut aussi le regarder avec la norme. Et maintenant, on va illustrer le dernier théorème. Donc le dernier théorème qui va dire que QQ' représente MM'. Et on était, dans les vidéos, on était tombé sur une belle formule. Là, on va tomber sur une jolie formule, un peu différente d'ailleurs, vous allez voir. Alors, ici, on va regarder Q0, c'est 1, 0, 5. Q1, c'est 2, 2, 3. Donc, je les appelle Q0 et Q1 en référence que là, ça va être... il va y avoir une structure de groupe. Donc, le discriminant est tel que là, ici, les formes quadratiques, les classes de formes quadratiques forment un groupe. Hein, bon, qu'on appelle groupe de... ça s'appelle le groupe de Picard, hein, entre parenthèses. Hein, côté idéaux, ça s'appelle le groupe de Picard de l'anneau.
Et comme il y en a deux, bah, comme groupe, ça peut être que Z sur 2Z, donc c'est 0 et 1. Et lui, ça va être l'élément neutre, et lui, ça va être l'élément non neutre. Donc, allons-y. I0, bah, l'idéal, d'après comme on a défini, bah, je vous rappelle que c'est A et A bêta Q. Donc ici, ça va être 1 et I racine de 5. Donc là, vous voyez, bah, c'est normal que ce soit l'élément neutre, puisque l'idéal, bah, ici, c'est l'idéal qui contient 1. Donc c'est l'anneau Z de alpha, donc Z de I racine de 5, tout entier. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Donc ça va être l'élément neutre pour la multiplication des idéaux. Donc ici, Q0 va être l'élément neutre pour la multiplication ici. Et I1, alors là, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est A, donc c'est 2. Et là, il faut faire 2 fois bêta Q. Bêta Q, c'est la racine à une partie imaginaire positive de 2x2 plus 2x plus 3. Et donc, vous voyez que c'est moins 1 plus I racine de 5. Voilà. Donc ici, vous avez ça, avec, quand on a multiplié par 2, évidemment. Donc, bon, là maintenant, I0, donc c'est ce que je vous dis, c'est Z de I racine de 5. Vous avez une Z base de I1, c'est 2 et moins 1 plus I racine de 5. Donc c'est des générateurs en tant qu'idéaux, mais c'est aussi une Z base. Donc ça se montre facilement. Et donc maintenant, le DI0, on a vu que c'était 1. De toute façon, c'est l'idéal tout entier. C'est l'idéal, c'est l'anneau tout entier. Et DI1, comme on a une Z base 2, donc on a 2 0 dans la base. Je regarde dans la base naturelle de cet anneau qui est 1 I racine de 5. Donc ici, vous avez 2, 0. Et là, vous avez moins 1, 1. D'accord? Je l'écris en colonne. Et donc, la matrice de passage, je regarde la valeur absolue du déterminant, c'est 2. Voilà. Donc, sa norme, AI0, c'est 1, évidemment. Et la norme de lui, c'est 2. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que QI0 de XY? Donc, on regarde dans la base, ça fait n de x plus iy racine de 5. Donc, ça, c'est la norme qu'on connaît, la norme complexe. Donc, ici, ça fait x2 plus 5y2. Donc, voilà QI0. QI1 de xy, donc il faut diviser par la norme de l'idéal, donc je fais 1 demi. Et maintenant, je regarde n de dans cette base-là, donc 2x, facteur de moins 1 plus i racine de 5, facteur de y, et je tombe sur 2x2 moins 2xy plus 3y2. On est déçu parce que comme on était parti de Q1, 2, 2, 3, on aurait aimé avoir un plus là. On a un moins. Mais je vous rappelle que finalement, on est tombé sur une forme binaire. C'est pas la même, mais c'est la même classe. Et ça, c'est intéressant. On est vraiment tombé sur la même classe. Voilà, de celle de départ. Donc, ça illustre bien la bijection dont on parlait entre classes. Et là, maintenant, eh bien, j'écris mon produit. Alors là, j'ai fait une coquetterie. J'ai mis un moins y au lieu d'un plus. De toute façon, si ça vous embête, vous changez y en moins y, y' en moins y'. Donc vous allez voir pourquoi. Et je fais le produit de ça par ça, d'accord, est égal à ça. Bon, ça, vous pouvez le vérifier. Et maintenant, je prends la norme, je divise par 4, parce que 4, c'est à la fois DII' et DI, DI'. Alors, donc, I, évidemment, c'est I1, et I', c'est aussi I1. Donc là, c'est I1 au carré, d'accord? Et donc, je vais obtenir la formule en prenant la norme. Ici, quand je vais prendre la norme, puisque j'ai pris un moins pour retrouver mon plus ici, vous voyez comme c'est mesquin, donc je tombe sur 2x2 plus 2xy plus 3y2, voilà. Facteur de la même chose ici, évidemment, c'est la multiplicativité de la norme. Et là, c'est égal à... Et là, on voit qu'on va avoir un entier et on va avoir un nombre qui est représenté par la forme, mais pas par la forme 2, 2, 3, par la forme 1, 0, 5. Voyez. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait à la fin de la dernière vidéo. Et voilà. Ça veut dire que si M et M' sont représentés par Q1,
Alors M' est représenté par Q1 fois Q2, qui est égal à Q0. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça me paraissait incontournable, et je vous le dis, hein, qu'on retrouve dans pas mal de problèmes d'agrègue. Tout tourne autour de cette jolie chose, la trilogie de l'arithmétique du 19e siècle, qui a été très féconde et que je vous conseille de regarder, d'étudier. Vous pouvez y passer des années, hein. La culture, c'est un ami indéfectible, et surtout la culture mathématique, c'est l'ami à vie. Yukaidi, oh Yukaida, au petit matin, c'est pas la joie. Je tasse l'oreiller, je remonte les draps, je reprends ce rêve, abracadabra.